Et si tout ce qu'on vous raconte sur les tensions mondiales n'était qu'une partie de l'histoire, entre pétrole, détroit stratégique, guerre d'influence et alliances militaires, certaines décisions pourraient bien redessiner l'équilibre du monde, mais pas forcément pour les raisons qu'on vous donne. Dans cette intervention, Sergueï Lavrov revient sans détour sur les véritables enjeux derrière les crises actuelles. Énergie, Iran, Ukraine, Europe, et surtout ce qu'il considère comme les causes profondes de ces tensions. Écoutez attentivement, car ce qui suit pourrait bien changer votre lecture de la situation internationale. Place maintenant à son analyse. Regardez, par exemple, le pétrole vénézuélien. Au début, on nous a dit qu'il fallait raisonner Maduro parce que c'était le principal baron narcotique. Et puis après, aujourd'hui, on a complètement oublié les narcotiques. Toutes ces drogues viennent du Mexique, c'est pas grave, on maîtrise ça. Et maintenant, tout le pétrole vénézuélien est à nous. Et le président Trump a dit plusieurs fois la même chose à propos de l'Iran, en disant nous sommes prêts à récupérer le pétrole de l'Iran, mais pour gérer avec l'Iran le pétrole iranien. Et maintenant, on bloque le détroit d'Ormuz, qui jusque-là n'avait jamais été bloqué, fermé, qui n'avait jamais été source de problème pour les déplacements de biens et de produits dans un sens ou dans un autre, ou de ressources énergétiques, ou de GNL, ou de pétrole. Et en fait, c'était surtout, il assurait ce détroit, et j'espère qu'il va continuer à faire, le développement économique et social normal de nos partenaires proches des monarchies arabes du Golfe. Or maintenant, il y a un risque. Et de l'autre côté de la péninsule arabe, là où il y a une voie d'eau importante qui relie la Méditerranée par le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb, qui est contrôlé en fait face au Yémen, en proie aux forces de Ansar arabe, Ansar Allah, pardon. Et donc ici, c'est une artère essentielle pour le commerce international. Mais la question, ce n'est pas de savoir que faire et punir qui. La question, comme toujours, c'est la source première. Et quand je discute avec mes amis des pays arabes du Golfe, donc ces dernières semaines, ils disent régulièrement, quasiment tous, ils ne peuvent pas rétorquer face à la thèse que si l'Iran faisait telle ou telle mesure pour bloquer le détroit d'Ormuz, pour frapper les sites américains, tout cela ne se ferait pas si les Américains n'avaient pas lancé une attaque contre l'Iran. Ils comprennent tous que cela ne se serait pas produit. Et donc, il y a toujours une source première à ces conflits. Et donc, c'est cette politique agressive. Et derrière cela, il y a deux éléments importants. C'est pour Israël, c'est bien évidemment la conviction absolument irrépressible que l'Iran doit être éliminé. Comment on peut croire cela? Je ne le sais pas, je ne comprends pas. Le président Trump a dit lui-même, il avait lâché aussi il a lâché aussi, je vais détruire toute cette civilisation. Vous avez vu l'écho que ça a suscité. Mais donc il y a cette charge idéologique de vouloir renverser ce régime qui en fait incarne une culture, une civilisation qui existe depuis des millénaires. Et évidemment, un tel objectif ne peut pas il ne peut pas susciter le respect, évidemment, auprès de l'opinion mondiale. Et on ne peut même pas croire qui peut faire ça. Et le deuxième élément, ce sont les marchés énergétiques que les États-Unis veulent subjuguer. Et donc, on peut parler de longtemps de tout cela. Mais en tout cas, nous avons avec la République populaire de Chine
toutes les possibilités, et ça a été déjà lancé. Nous avons des capacités de réserve, nous avons des capacités projetées aussi, qui nous permettent d'éviter de dépendre de ce genre de dimension aléatoire dans ces crises. Question de RT. Monsieur Lavrov, l'interprète présente ses excuses. La question est inaudible. La question porte sur les relations, la coopération entre la République de Serbie, qui n'a pas reconnu le Kosovo. Merci. Moscou avertit de danger de militarisation de l'Union européenne, mais surtout, c'est pas seulement que nous avertissons, c'est qu'il y a une militarisation qui se fait aujourd'hui, concrètement, et ils ne le cachent pas, ils veulent que cette militarisation elle est considérée par les élites européennes comme un gage d'existence pour eux. Et les Américains encouragent ces processus de militarisation de l'Europe dans le sillon de leur politique pour se débarrasser de la responsabilité de la sécurité de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils veulent que tout ce qu'ils ont provoqué en s'en prenant à la Russie par la main des Ukrainiens, et notamment via le coup d'État d'il y a 12 ans, soutenu par les Occidentaux, pour que ce soit l'Europe qui prenne la responsabilité de tout cela et par là même soulager les Américains. Et c'est ce qu'ils ont dit ouvertement. Et M. Keith Kellogg, qui était un des premiers représentants du président Trump pour les questions ukrainiennes, donc on lui a imposé de discuter avec le régime de Kiev d'ailleurs. Il a un peu disparu ces derniers temps, mais enfin bon, il promeut l'idée de créer une nouvelle alliance militaire, pas de mettre l'Ukraine dans l'OTAN puisque ça a été rejeté et par le président Trump et d'autres membres de son administration, mais Kellogg, n'étant pas non plus né de la dernière pluie à Washington, auprès des grands d'Europe, comme on dit, soulève l'idée de créer une nouvelle alliance de sécurité avec l'Ukraine, non pas seulement comme membre, mais comme membre directeur. Et donc ça, c'est largement soutenu. Et le fait que les États-Unis veulent ainsi faire incomber la responsabilité à l'Europe en matière de contention, de dissuasion de la Russie, et pour mieux se consacrer à la question chinoise, ils le disent ouvertement, et pour cela, ils cherchent à stimuler non pas des discussions, mais même des actions concrètes pour mettre en place une telle alliance pertinemment anti-russe. Et je l'ai rappelé à M. Kellogg, mais il est un peu écarté des affaires, semble-t-il. Mais c'est un des responsables militaires et un des responsables du Pentagone, M. Colby. Et il a dit récemment, lors des auditions au Sénat, que Trump est prêt à amener la Russie à un compromis et envisage l'obtention de la paix comme un élément principal, mais aussi comme moyen de contenir la Russie. Et donc là, évidemment, on voit comment se déroulent les discussions. Et donc, à l'initiative du président Trump, il y avait eu donc des discussions avec le président Poutine. Nous avons dit que nous étions
prêt à poursuivre ces discussions. C'est ce que nous avons vu il y a un peu plus de 6 mois, au mois d'août en Alaska. Nous avons accepté cette proposition parce que nous étions convaincus qu'elle venait de bon cœur, avec les meilleures intentions et qu'elle provenait des Américains, mais malheureusement, depuis, il n'y a ni l'esprit, ni la perception de tout cela. Et ces intentions d'Alaska sont sapées par l'élite occidentale, l'élite qui s'est installée à Bruxelles, à Berlin, à Paris, et qui cherche à tout diriger. Et dans un unisson pas très clair, et qui veulent préserver l'humeur anti-russe dans l'ensemble de l'Union européenne. Et donc ce nouveau bloc est conçu avec l'Ukraine comme participant majeur, et il est dit ouvertement que l'Ukraine défendra l'Europe de la Russie. Et sur fond de discussion sur le fait qu'après les combats, la fin des combats, il faudra accorder à l'Ukraine des garanties de sécurité. C'est dit ouvertement, c'est-à-dire que le régime de Zelensky, ce régime nazi, russophobe, ouvertement anti-russe, qui a interdit la culture russe, c'est le seul pays au monde à avoir fait une chose pareille, avec sans recevoir de conseils de pays occidentaux sur cette question, qui veut interdire le russe du domaine de l'enseignement, de la presse, du domaine religieux, de l'Église orthodoxe. Et quand nos occidentaux disent qu'ils veulent être médiateurs, ils disent on va se mettre d'accord, on va discuter, on va arrêter les combats et ensuite on va parler de tout ça. Or non, c'est pas après qu'il faut discuter de tout ça. C'est pas quelque chose, c'est pas des conditions, des clauses quelconques. C'est ce que doit faire tout pays normal. C'est inscrit dans la charte de l'ONU. Il y a ce respect envers les questions religieuses, linguistiques. C'est inscrit dans les conventions sur les droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs comme inscrit aussi dans la constitution ukrainienne. Et donc, malgré toutes ces discussions sur les perspectives du régime de Kiev, personne parmi les pays occidentaux n'osera lui dire « Écoute mon ami, avant de continuer à discuter à propos de l'État ukrainien, commence par faire respecter ses principes de base. » Personne ne le dit à Zelensky. Et au lieu de ça, l'Europe, de même que Washington, fait entendre des déclarations. En gros, c'est mettez-vous d'accord sur le terrain, mettez-vous d'accord avec la Russie et on vous donnera tout de suite des garanties. Il est question d'équilibrage des forces. Monsieur Macron se mêle de cela, monsieur Starmer aussi, et les Américains disent oui, d'accord. Rubio l'a dit encore tout récemment. Et donc les Français, les Anglais veulent déployer un contingent de stabilisation. Évidemment, sans les technologies dont disposent les États-Unis, ils ne s'en sortiront pas. Donc on verra bien. Donc ils ont dit nous sommes prêts à les soutenir. Et donc il ne s'agit absolument pas de transformation du régime de Kiev en quelque chose de normal par la voie d'élection, par la voie d'imposition de quelques règles démocratiques. Il ne s'agit absolument pas de ça. Et donc, j'ai fait une digression un peu longue à partir du Kosovo. Mais c'est pas pour rien. Et le Kosovo, encore une fois, il y a une loi qui est pas écrite, ou plus exactement, qui a été écrite spécialement pour lui. Et donc, il y avait une disposition dans la charte de l'ONU et où il est clairement écrit que chaque pays a le droit d'autodétermination.
Donc ce qui est usuel pour la mise en œuvre d'un tel droit, c'est-à-dire par la voie d'un référendum ou l'organisation de sondages, il n'a même pas été question d'organiser cela. Et il a été proclamé que le Kosovo est un État indépendant, peu importe qu'un certain nombre de pays ou de membres de l'Union européenne ne l'aient pas reconnu. Voilà, c'est inscrit, il est promu avec tous les arguments possibles et imaginables. On dit qu'il faut le faire participer au Conseil de l'Europe, qui a été conçu à l'origine pour les pays souverains. Et quand il fallait, quand l'Occident avait besoin de démembrer la Fédération de Russie, de nous disputer avec le peuple ukrainien. Et à ce moment-là, toutes les tentatives de restaurer ces terres russes et leur appartenance à l'État russe, ou des peuples russes qui ont toujours fait partie de l'État russe. Et là, quand il fallait mettre des bâtons dans les roues, ils ont dit non, pas du tout, aucune autodétermination. Il n'y a pas il y avait simplement la souveraineté ukrainienne à respecter, c'est tout. Je me souviens encore tout récemment, plus exactement après le coup d'État de Kiev il y a 12 ans, quand la Crimée s'est levée et s'est écartée, quand la Nouvelle-Russie a refusé de s'inscrire dans ce mouvement. Donc il y a eu le grand mensonge des accords de Minsk. Donc la mise en œuvre était garantie par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, sans cela, le conflit aurait été depuis longtemps arrêté. Et nous n'aurions pas vu tout ce que nous avons vu. La Russie était prête à reconnaître les accords de Minsk. D'ailleurs, la Russie les a retenus. Elle aurait été prête à arrêter toutes ces actions si les autres s'étaient comportés de manière honnête. Et pendant tout ce temps, le secrétaire général de l'ONU et son représentant, son porte-parole, en parlant de l'Ukraine, ils ont déclaré qu'il fait respecter la charte de l'ONU et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et quand on a posé la question de savoir comment se définit cette autodétermination, ce droit à l'autodétermination, il ne répondait pas. Et Donald Trump s'est intéressé au Groenland, et ce porte-parole du secrétaire général, le représentant de M. Guterres, qui est un Français, a dit « Nous considérons que le problème du Groenland doit être résolu sur la base de la charte de l'ONU, le respect de la souveraineté et le droit des peuples à s'autodéterminer. Nous nous sommes intéressés officiellement au secrétariat général. Nous avons demandé s'il s'agit si le Groenland a ce droit, on pourrait donc a posteriori déclarer la même chose pour la Crimée, le Donbass et la Nouvelle-Russie. On nous a dit que ce n'était pas la même chose. Je plaisante pas, c'est-à-dire qu'on voit un caractère très primaire dans ces réactions, et c'est effrayant. Et c'est la même chose à propos du Kosovo. Au Kosovo, le secrétariat général se cache derrière des décisions. Et en 2008, déjà, les Serbes, ou 2009, après la proclamation unilatérale de l'indépendance du Kosovo, avaient déclaré que quand une partie d'un État proclame son indépendance sans validation des autorités centrales, cela n'est pas une infraction de droit international. C'est permis. Et donc le président Poutine, en discutant avec ses collègues, ses homologues occidentaux, a évoqué ce problème. Et à l'époque, il nous semblait que, concrètement à propos de la Serbie, c'était une trahison. C'est une trahison de l'histoire, puisque le Kosovo, historiquement, est depuis des siècles membre à part entière de l'histoire du peuple serbe. Mais notre président a dit à ses homologues occidentaux, si vous avez adopté ce verdict du tribunal international, pourquoi vous ne les appliquez pas à propos du coup d'État? Il y avait eu un référendum en
en Crimée. Donc ces référendums, il y avait un très grand nombre d'observateurs, il n'était pas possible de manipuler ces référendums. Et donc là on nous a dit encore que ce n'était pas la même chose. En ce qui concerne la Serbie, pourquoi je parle du Kosovo? Parce que nous voyons que le peuple serbe doit comprendre où on veut le faire venir. Et le président Vučić, dans ses discussions avec le président Poutine et avec votre humble serviteur, a répété à plusieurs reprises que toute perspective européenne se voit exclusivement sur le plan des intérêts économiques de la Serbie, l'intérêt de s'intégrer à une infrastructure créée par l'Union européenne, mais il y avait toujours cet intérêt qui se ferait pas aux dépens des relations avec la Fédération de Russie. Le peuple serbe, comme le montrent les sondages, a une attitude tout à fait positive vis-à-vis de la Russie, d'ailleurs comme à l'égard de la République populaire de Chine. Et à de nombreuses reprises, le président Vučić a rappelé qu'il n'irait pas dans l'Union européenne selon des conditions qui seraient anti-russes. Et nous respectons cette position, mais de même que nous entendons ce que dit l'Europe, qui dit à la Serbie, oui, vous pouvez reprendre, je crois que ça a été gelé entre-temps, la procédure d'adhésion, c'est reconnaître l'indépendance du Kosovo, ce qui est déjà, je dirais, suffisant pour comprendre l'essence anti-serbe de Bruxelles. Et deuxièmement, vous devez soutenir toutes les sanctions adoptées par l'Union européenne à l'égard de la Russie. C'est tout. Et donc, ils essaient de faire de la Serbie une zone tampon pour lutter contre la Russie. Et contrairement à l'Union européenne, nous voulons que dans les Balkans, il y ait une infrastructure économique, culturelle, dans tous les domaines, unie, et parallèlement, unir avec le même objectif dans le cadre de l'initiative Une ceinture, une route qui, dans les Balkans, est extrêmement populaire et soutenue de manière active. C'est pourquoi nous, comme pour les Serbes ou pour les Chinois, nous n'avons aucun doute qu'il faut respecter le peuple serbe et il faut se demander comment il voit son avenir. Et le président Vučić le comprend parfaitement et il comprend ses citoyens et de manière également politique. Ce que vous venez d'entendre est loin d'être anodin. Derrière les mots de Sergueï Lavrov, il y a une lecture du monde très structurée, mais aussi très contestée. Et pour bien comprendre, il faut prendre un peu de recul. D'abord, sur la question de l'énergie. Lavrov met en avant une idée centrale, selon lui, les grandes puissances, en particulier les États-Unis, utiliseraient les crises géopolitiques pour renforcer leur contrôle sur les ressources stratégiques comme le pétrole et le gaz. Il cite le Venezuela, l'Iran, et surtout le détroit d'Ormuz. Ce qu'il suggère, c'est que rien n'est vraiment spontané, chaque tension aurait une logique économique derrière. C'est une vision qui séduit beaucoup dans le monde, notamment dans les pays qui se méfient de l'influence occidentale. Mais il faut aussi rappeler que cette lecture reste un point de vue, et qu'elle ne prend pas toujours en compte d'autres facteurs, comme les enjeux sécuritaires ou les rivalités régionales indépendantes. Ensuite, il y a cette idée de « cause première ». Lavrov insiste, pour lui, les réactions de certains pays, comme l'Iran, seraient toujours provoquées par une action initiale occidentale. C'est une manière de renverser la responsabilité des conflits. Là encore, c'est une grille de lecture intéressante, mais elle simplifie des situations souvent beaucoup plus complexes. Les relations internationales ne fonctionnent pas comme une simple chaîne de causes et d'effets, il y a des intérêts multiples, des acteurs différents, et parfois des décisions qui échappent totalement à cette logique. Sur Israël et l'Iran,
Lavrov évoque une dimension idéologique très forte. Il parle d'une volonté d'élimination, d'un choc de civilisation. C'est un point extrêmement sensible. Parce que derrière ces mots, il y a une manière de dramatiser le conflit, de le présenter comme inévitable. Or, dans la réalité, même les tensions les plus fortes passent aussi par des stratégies, des négociations, des rapports de force beaucoup plus nuancés que ce que ce type de discours laisse entendre. Autre point clé, la militarisation de l'Europe. Là, Lavrov avance une thèse claire, les États-Unis chercheraient à transférer le poids de la sécurité à l'Europe pour mieux se concentrer sur la Chine. C'est un débat réel, qui existe même au sein des pays occidentaux. Mais la façon dont il le présente est très orientée, il y voit une stratégie délibérée et coordonnée, là où certains analystes parlent plutôt d'adaptation progressive à un monde multipolaire. Concernant l'Ukraine, son discours devient encore plus tranché. Il critique frontalement le pouvoir en place, remet en cause sa légitimité et accuse les pays occidentaux de fermer les yeux sur certaines pratiques. Là, on entre clairement dans une logique de confrontation narrative. Chaque camp construit son propre récit, avec ses arguments, ses omissions, et parfois ses exagérations. Et pour comprendre ce conflit, il est essentiel de garder en tête qu'il existe plusieurs versions des faits. Le passage sur le Kosovo est aussi révélateur. Lavrov dénonce ce qu'il considère comme un « double standard » dans l'application du droit international. C'est un argument souvent utilisé par la Russie pour critiquer l'Occident, pourquoi certaines indépendances seraient légitimes et d'autres non. C'est une question qui mérite d'être posée, mais qui, là encore, dépend énormément du contexte historique et politique de chaque situation. Enfin, sur la Serbie, il met en avant une opposition entre deux visions, d'un côté, une Union européenne perçue comme contraignante et conditionnelle, de l'autre, une coopération avec la Russie et la Chine présentée comme plus respectueuse. C'est un discours stratégique, qui vise aussi à influencer les opinions publiques dans les Balkans et au-delà. Au fond, ce que fait Lavrov ici, ce n'est pas seulement expliquer une position. Il construit un récit global, un monde où l'Occident serait à l'origine des tensions, où les règles internationales seraient appliquées de manière sélective, et où de nouvelles alliances, notamment avec la Chine, offriraient une alternative. La vraie question, c'est, est-ce une analyse lucide du monde actuel, ou une lecture orientée qui sert avant tout les intérêts de la Russie? Parce que comprendre ce type de discours, ce n'est pas forcément y adhérer, c'est être capable de le décrypter, de voir ce qu'il met en lumière, mais aussi ce qu'il laisse de côté. Alors maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que les grandes puissances manipulent réellement les crises pour contrôler l'énergie et les équilibres mondiaux, ou est-ce que cette vision simplifie une réalité beaucoup plus complexe? Dites-moi en commentaire, je lis tout.